Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je débuterai mes propos en rappelant que les réformes fiscales engagées par notre majorité depuis 2017, en plus et en conjonction bien sûr avec d'autres réformes, ont permis d'accroître l'attractivité de la France. En 2019, la France est devenue la première destination des investissements étrangers, et ce n'est pas rien. Avant la crise sanitaire, le bilan de santé économique et financier de notre pays s'était considérablement amélioré. Relisez, chers collègues, les analyses de l'INSEE. Grâce aux mesures prises sous cette mandature, et notamment la baisse d'impôts, grâce au pouvoir d'achat en forte hausse, les ménages s'étaient remis à consommer, les entreprises à investir et des emplois ont été créés. Et le chômage avait reculé, et ça aussi, ce n'est pas rien. Nous sommes loin de cette histoire que nous servent depuis des mois ces agitateurs en révolte permanente et ces opposants qui décrivent et rêvent d'un pays en ruine. La réalité est tout autre, mes chers collègues, et ce n'est pas en rétablissant l'ISF ou en augmentant les impôts que notre économie se portera mieux. Les Français, nos entreprises réclamaient de la stabilité fiscale. Nous les avons entendus et cette stabilité, nous y tenons. Alors, chers collègues, venir régulièrement et aujourd'hui avec cette PPL, brandir le totem de l'ISF et contribuer ainsi à envoyer un message négatif au monde économique et à nos jeunes entrepreneurs n'a pas de sens et contribue dangereusement à faire de la France un repoussoir pour ceux qui rêvent d'entreprendre. L'ISF, mis en place sous la présidence de François Mitterrand, avait pourtant un objectif moralement noble, avec une volonté de rétablir cette justice fiscale. Mais force est de constater, chers collègues, que son efficacité économique a été particulièrement controversée et s'est révélée inefficace. Alors, quelques arguments qui plaident contre le rétablissement de l'ISF. D'abord, l'ISF est un impôt confiscatoire et injuste. Car oui, pour payer son ISF, il fallait vendre des actifs ou prendre sur son revenu de travail ou son épargne. Rappelez-vous, chers collègues, l'affaire du syndrome de l'île de Ré, où des agriculteurs aux revenus modestes, des propriétaires de terrains se sont retrouvés assujettis à l'ISF à la suite de la flambée de l'immobilier, traités de riches malgré eux. Qui peut aujourd'hui valablement soutenir que nos agriculteurs roulent sur l'or? D'ailleurs, ce syndrome n'a pas disparu avec la création de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. De plus, l'ISF était parfois supérieur aux maigres revenus des familles, et en voilà une situation absurde pour un impôt censé corriger les inégalités du patrimoine. Deuxième argument, c'était un impôt anti-business, anti-entrepreneur. Non seulement l'ISF invitait même les entrepreneurs à partir, mais il décourageait ceux qui restaient en France de développer leurs affaires. Ceux qui partaient ne payaient plus l'ISF, ne payaient plus d'impôts, ne payaient plus de TVA. Et dans certains cas, ces mêmes personnes qui partaient étaient poussées au transfert de leurs activités productives. Savez-vous, mes chers collègues, que le gain net espéré de l'ISF était en réalité très faible, voire même négatif. L'ISF coûtait plus que ce qu'il rapportait. Oh, j'ai encore d'autres arguments, mais je m'arrêterai là. En tout cas, pour le dernier, l'ISF est un impôt qui s'apparente à une double taxation. Car qu'est-ce que le capital, sinon rien d'autre que l'accumulation de revenus déjà taxés? C'est en ce sens que l'ISF constituait bien une double taxation, ou plutôt une surtaxation. C'est pourquoi notre groupe, bien évidemment, émet une position fortement défavorable à ce premier article. S'agissant du deuxième article, vous y prévoyez l'abrogation du prélèvement forfaitaire unique. Notre position est aussi claire, nous sommes fortement défavorables à cet article. Faut-il rappeler que le dispositif PFU a rapporté plus de recettes que prévu, 3,5 milliards d'euros de recettes au lieu de 2,9 milliards prévus dans la loi de finances. Avec la mise en place du PFU, il a été observé une hausse de 24% de distribution de dividendes, là où les PME ne distribuaient plus et laissaient de l'argent dormant. 24%, chers collègues, une hausse de 24% de distribution qui correspond donc à des recettes en plus pour les comptes de l'État et de la sécurité sociale. J'en termine avec l'article 3. Avec l'article 3, vous souhaitez une hausse de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Notre groupe émet une position défavorable à cet article, même si
Une contribution exceptionnelle dans une période de crise est une idée tentante. Une telle hausse de cette contribution doit être exclue. Voilà, mes chers collègues, pourquoi notre groupe repousse globalement votre proposition de loi et pourquoi nous voterons contre. Merci.